bonjour à tous et bonjour à toutes pour notre webinaire consacré au management de manière générale et avec aujourd'hui un thème qui concerne beaucoup de personnes, puisque dans le cadre du recrutement, on va s'intéresser au recrutement côté recruteur et au recrutement côté candidat. Donc là, on va faire un webinaire un petit peu original et exceptionnel avec une double participation d'un recruteur, en l'occurrence Loïc va jouer le rôle de recruteur et Bonjour. Augustin Valero va jouer le rôle de candidat. Voilà. Donc je vois que ça s'inscrit en permanence. On devrait être 350 en principe si tous ceux qui sont inscrits seront présents. Donc n'hésitez pas à me dire que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Vous nous faites un petit coucou, un petit bonjour, c'est toujours sympa. Ça nous encourage. Voilà. Je pense qu'il nous voit bien. Il nous va bien. Bon, c'est très bien. Donc, on va pouvoir donc démarrer. Donc, ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires que nous avons déjà démarré, que nous allons prolonger en 2021. Donc, le 18 février, nous ferons un webinaire sur la vente. Trouvez votre style de vente. En mars, développez vos ventes avec les webinaires. En avril, les meilleurs candidats sont-ils en poste. En mai, les 7 règles pour réussir sa vente. Et en juin, être un grand manager. Au moins 1m75, peut-être un grand manager, quelque chose comme ça en fait. Oui, pas plus, parce que moi je fais qu'1m75, Florian. Voilà, donc à partir de 1m75, à partir de là. On est un grand manager. Ok, ça marche. Voilà. Donc, et comme date aussi importante que vous pouvez prévoir, c'est le 21-1-21. Vous remarquez au passage qu'il s'agit d'un palindrome numérique, on va dire en fait, puisqu'on peut le lire de gauche à droite. Et de droite à gauche, c'est très très souple. Bravo l'équipe du Florian Manson Institut pour avoir trouvé ce palindrome numérique. Voilà. Et le 21 janvier 2021, nous allons présenter nos vœux. Ce seront des vœux de sagesse et il y en aura 21. Ça tombe bien en fait, donc c'est un peu obsessionnel en fait. Donc on aura 21 vœux de sagesse et ça va se dérouler de 18h18 à 19h19. Voilà. Humour, toujours l'humour, très bien. J'ai mis le lien d'inscription au webinaire du 21-1-21 dans le chat pour ceux qui veulent, mais on vous le remettra dans le mail plus tard. Ils seront les premiers inscrits en fait. Et on dira tout à l'heure qu'est-ce qu'ils vont gagner comme cadeau s'ils s'inscrivent rapidement. Voilà. Ok, donc 2 mots sur le cabinet que j'ai créé en 1976, donc c'était hier, à Montpellier, qui maintenant propose la palette complète à ses clients, c'est-à-dire du conseil en recrutement, de la formation, de l'outplacement, d'évidentes compétences, du coaching et du conseil en RH de manière générale. Voilà. Donc avec une quinzaine de consultants de par la France et des relations à l'étranger avec des partenaires. En ce qui me concerne, vous avez mon CV. De toute façon, je vais vous envoyer le PowerPoint. Vous allez retrouver mon CV là avec le reste, en fait. Voilà. Nous avons donc Loïc comme participant. Si tu veux dire 2 mots, Loïc, tu es le bienvenu. Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour ce webinaire sur l'entretien de recrutement. Je ferai le rôle de recruteur. Alors pour moi, c'est facile. Ça fait 20 ans que je fais du recrutement au Florian Manson Institut. Donc, mon rôle va être ça. Vous voyez, j'ai ma tenue de recruteur. J'ai sorti ma plus belle cravate rouge comme nos couleurs. Voilà, je vais pas insister. Vous aurez de toute façon le PowerPoint à disposition. Je vois qu'il y a plusieurs qui disent que le lien ne marche pas. Je viens de le remettre, je ne comprends pas. Pour moi, il fonctionne, donc je viens de le remettre si vous voulez recliquer dessus. Pour moi, il avait l'air de fonctionner. Je vous laisse regarder ça. Voilà. Ok. Monsieur le candidat, Augustin. Alors, je vais passer sur le slide d'Augustin. Augustin. Voilà. Mais je commence bien, j'ai oublié ma cravate, moi, aujourd'hui. Donc, c'est pas bon de démarrer comme ça. Le candidat qui démarre en cravate. Voilà. Donc, en fait, co-gérant avec Loïc et Florian, bien sûr, du cabinet depuis 2007, consultant depuis maintenant une vingtaine d'années, et puis j'ai pas mal de fonctions, en tout cas d'implication dans le monde associatif, que ce soit à la Chambre de commerce, au MEDEF, je suis un ancien du Centre des jeunes dirigeants. Voilà, donc je suis un candidat qui s'implique dans son environnement socio-économique.
Et tu es trésorier de la Chambre de commerce, c'est toi qui fais les chèques, c'est ça? Exactement. Trésorier de la Chambre de commerce depuis un mandat. Et puis avant ça, j'étais le président de la commission des finances. Donc, vous voyez. Ok, d'accord. Bien. Bon, ben, on va pouvoir démarrer tranquillement. Hein, voilà. C'est dans l'autre sens, Florian. C'est dans l'autre sens. Oui, mais bon, c'est pareil. On y arrive, si tu veux. Voilà. Chef. Bon, allez. Donc, le recrutement. Le recrutement s'inscrit dans un processus de recrutement avec à la base un besoin exprimé par une entreprise, une définition de fonction, une fiche de poste, un profil de candidat, et bien sûr, il joue un rôle stratégique dans la procédure de recrutement. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment les deux parties, le recruteur et le candidat, se positionnent dans le recrutement. Quelle stratégie ils adoptent. Alors, on va poser la première question à notre recruteur. Monsieur le recruteur, Loïc, à quoi sert l'entretien? Côté recruteur, à quoi sert l'entretien? Alors, l'entretien pour nous, côté recruteur, ça sert d'abord à évaluer la candidature, à évaluer la pertinence de poursuivre ou pas avec tel ou tel candidat. Ça nous sert à bien comprendre la sémantique de ce qui a pu être évalué sur le CV, parce que sur le CV, on voit des mots. Je m'expliquais ce matin encore avec un chef d'entreprise qui me dit « je veux recruter un directeur commercial ». Bon, très bien, mais si je cherche directeur commercial sur un CV, un directeur commercial ressemble à un autre directeur commercial. Et donc, l'enjeu de l'entretien de recrutement, ça va être de valider que la sémantique est bien la même, que moi, quand je dis je cherche un directeur commercial pour une PME de 14 salariés, la personne que j'ai en face de moi est bien dans cette notion-là. Donc, ça, c'est la première des choses. On va valider ça et puis ensuite, on va évaluer est-ce qu'on a intérêt à poursuivre ou pas. Donc, la recherche de l'adéquation entre les deux. Côté candidat, Augustin, à quoi sert un entretien pour un candidat? Alors, pour un candidat, l'entretien est un moment stratégique, clairement. Je suis là pour montrer mes motivations, mes compétences et pour convaincre de manière à sortir du lot par rapport aux autres candidats qui vont répondre à l'offre. D'accord. Est-ce qu'il y a une préparation? Est-ce que l'entretien se prépare? Le recruteur, est-ce que se prépare le recruteur à l'entretien? Oui, bien sûr, bien sûr. Je conseille à tout recruteur qui se respecte de préparer son entretien de recrutement. Il y a même de la préparation amont de l'entretien. Vous l'avez évoqué, Florian, tout à l'heure sur la notion de définition du besoin. Avant d'aller en entretien, ça commence quand on définit le besoin. On prépare déjà l'entretien de recrutement. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma fiche de poste, quand j'ai fait ma définition de fonction, quand j'ai fait mon annonce, je dois rédiger les questions et me poser quelles sont les questions que je vais poser aux candidats pour pouvoir les évaluer de manière non discriminante, de manière objective. Il ne s'agit pas de rentrer dans une notion subjective, que ce soit lors de la lecture du CV, mais encore moins lors de l'entretien. La cravate rouge de Loïc Douillère ne me plaît pas, donc non, ça, il ne faut pas que je sois là-dedans, parce que la plupart du temps, les recruteurs non professionnels ou parce que 80% des recrutements se font par des non professionnels, ce sont les chefs d'entreprise, les managers eux-mêmes qui n'ont pas été formés aux méthodes de recrutement comme nous, on peut l'être en tant que recruteur. À ce moment-là, la plupart du temps, ils partent sur la notion d'affect et de subjectif. La première poignée de main, monsieur mentionne, moi je sais si c'est la bonne personne. Moi, je reste super prudent face à ça. Alors, en plus, la poignée de main numérique, aujourd'hui, c'est compliqué. Oui, mais le décor derrière, il ne me plaît pas. Oui, mais ceci, oui, mais cela. Non. Et c'est là où l'intérêt de la préparation pour le recruteur, préparer une grille d'analyse qui va nous permettre de bien évaluer ce qu'on est en train de chercher. Parce que tout à l'heure, je reprenais mon histoire de directeur commercial. Mais si je n'ai pas posé les bonnes questions pour évaluer la notion de directeur commercial, je vais tout évaluer sauf ça. Donc, est-ce que j'ai pose des bonnes questions pour évaluer? Et deux, que j'ai préparé mes questions en fonction de ma grille d'analyse pour pouvoir poser les mêmes questions à tous les candidats. Donc, oui, il y a un gros travail préparatoire. Et avant l'entretien, est-ce que tu as le CV du candidat? Est-ce que tu as autre chose? Avant le début de l'entretien, est-ce que tu as empêché la secrétaire de te passer des appels téléphoniques?
Est-ce qu'il y a… Oui, ça c'était dans le temps de Florian mentionne. Non, aujourd'hui, dans le monde digital, Qu'est-ce qui se passe les 10 minutes? Est-ce que les 10 minutes avant l'entretien, il se passe quelque chose ou pas? Voilà. Oui, bien sûr, Florian. Effectivement, je coupe mon téléphone, je le mets à minima en vibreur et je ne réponds pas. Je ne coupe ma messagerie mail et je ne réponds pas à mes mails pendant que je fais l'entretien parce qu'aujourd'hui, on est tous sollicités, on a tous des notifications qui arrivent ou sur les téléphones ou sur les ordinateurs et on le voit bien parce que nous, on assiste aussi des recruteurs et des managers dans leur recrutement et on voit, ils sont plus ou moins concentrés lors des présentations, etc. Donc, nous, quand on fait des présentations avec nos clients et qu'on est là, et pour nous-mêmes, on coupe les téléphones, on met en vibreur. S'il y a une urgence, il faut quand même qu'on soit génial, mais que l'urgence, effectivement, on peut le dire à son entourage qu'on va être en entretien, on coupe sa messagerie, on est disponible pour le candidat. On a prévu d'imprimer ou d'avoir sur ordinateur, sur un autre écran, le CV. Parce qu'aujourd'hui, avec le monde digital, ben voilà, ayez 2 écrans. Un écran pour lequel je vous regarde là, et puis à côté, j'ai le CV du candidat. Comme ça me permet de jongler et de ne pas jongler entre les fenêtres, etc. Je relis le CV avant, parce qu'il y a combien de recruteurs qui posent souvent des questions minuches au candidat, et le candidat lui répond avec un sourire, mais c'est écrit sur le CV, monsieur le recruteur. Oui, voilà. Oui, bien sûr, c'est exactement la même chose. Okay. C'est exactement la même chose. Le candidat, Augustin, est-ce qu'il prépare son entretien? Comment il prépare son entretien? Bien entendu qu'il le prépare. C'est là qu'on va voir très souvent la différence entre celui qui l'a préparé et celui qui arrive les mains dans les poches. Donc moi, en tant que candidat, quand je suis convoqué à un recrutement, je prends le temps de me renseigner sur l'entreprise. Je prends le temps d'aller sur Internet, de connaître les produits, de connaître les services. Je me renseigne sur la communication. Si l'entreprise n'a pas donné son nom, elle ne s'est pas affichée, parce qu'il y en a qui ne te donnent pas leur nom. Eh bien, ça sera à partir d'un… Là, ce que je vais faire, c'est que je vais clairement travailler sur le secteur d'activité, comprendre quels sont les acteurs du secteur. Si, par exemple, l'entreprise est une société dans l'agroalimentaire qui fait d'import-export d'engrais, je prends un exemple, eh bien, même si je n'ai pas le nom, je n'ai pas besoin de connaître le nom pour connaître le marché, l'évolution du marché, les tendances, les grands moments de l'année qui ont été connus par ce secteur d'activité. Voilà, je m'informe, je fais vraiment un travail en amont de prospection pour m'assurer d'arriver avec les questions qui sont vraiment pertinentes auxquelles… Dans le meilleur des cas, si tu as le nom, c'est sûr que tu vas sur le site internet de l'entreprise. Je vais sur LinkedIn, sur le site internet, je vais voir si l'entreprise a fait des salons, si elle est dans un salon et que je sais que les prétendants j'irai la voir ou je projetterai d'y aller. Voilà, donc vraiment, je prépare, oui, mon entretien sur le plan de la compréhension de l'entreprise et puis après ma présentation, bien entendu. C'est-à-dire que je vais prendre le temps de préparer mon discours, ma présentation, mon parcours, mes motivations, au-delà de ce qu'on peut avoir sur le CV déjà. OK. Quel comportement adoptez-vous pendant l'entretien? Est-ce qu'il y a une stratégie de comportement? Parce que moi, vu de l'extérieur, je m'aperçois que tous les candidats se disent « je suis très motivé ». Moi, alors là, vraiment, c'est vraiment le poste dont je rêvais, en fait. Hein. Je suis très, très motivé. Et puis, j'ai un CV atypique. Hein. Moi, j'ai un parcours atypique. Ils disent tout ça, les gens. Sur le recruteur, quel comportement adopter pendant l'entretien? Mais de la même manière que côté candidat, je vois que Noël Maurice nous interpelle dans le chat en disant c'est du savoir-vivre que de préparer, que de couper son téléphone. Mais je vais dire à mon brave candidat Augustin que beaucoup de candidats oublient de couper les téléphones. Je passe mon temps en ce moment à dire aux candidats les clics lors des visios, il n'y a rien de plus agaçant, etc. Donc oui, c'est du savoir-vivre. Oui, en matière comportementale, je suis d'accord, il faut avoir une posture particulière, il faut avoir une posture de candidat d'un côté, de recruteur de l'autre, mais surtout de professionnels qui vont parler entre professionnels. À partir du moment où moi, en tant que recruteur, je suis là pour évaluer, poser des questions et avoir des réponses pour savoir si on va plus loin ou pas. Voilà mon comportement. Et ce que j'attends du candidat de l'autre côté, c'est que lui m'amène réponse et vienne chercher l'information qui va nous permettre d'avancer ensemble. Le candidat, quel comportement il adopte pendant l'entretien? Alors, tout d'abord, au niveau de l'attitude, forcément, il faut que je donne l'impression, en tout cas, donne l'image
que le recruteur attend pour qu'il se projette avec moi à mon poste de travail, en fait. Donc, comportement très professionnel sur ma présentation. Je vais avoir une attitude d'enquête aussi. C'est-à-dire que je vais essayer de comprendre les gestes de l'autre, de bien écouter ses mots, prendre des notes, enquêter pour justement derrière argumenter. Mais tu prends des notes en tant que candidat, tu prends des notes quand le recruteur parle? Systématiquement. Systématiquement, je prends des notes parce qu'il y a peut-être des questions que je vais me poser, que je voudrais poser plus tard et que je ne vais pas forcément évoquer tout de suite et qui me viennent à l'esprit à ce moment-là. Il y a des éléments que je vais retenir, notamment des chiffres, des éléments comme le nombre de collaborateurs liés au poste, aux missions qui ne sont pas décrits sur l'annonce. Donc forcément, il faut que j'assimile ces informations-là. Et en écrivant, je montre à l'autre que je m'intéresse à lui. C'est aussi une stratégie de communication qui permet justement de montrer à mon recruteur que je suis avec lui, que je l'écoute et que je prends des notes, justement. Tu le valorises en prenant des notes, c'est ça? Exactement. Et le recruteur, il prend des notes lui aussi? Oui, bien sûr, je prends des notes. Alors, plusieurs formes de notes, plusieurs intérêts aux notes. Le premier intérêt, c'est de se souvenir, parce que quand on fait, et nous, ce qu'on conseille, c'est que nous, on enchaîne les entretiens les uns derrière les autres. Dans une journée, on peut voir beaucoup de candidats. À la fin de la journée, me souvenir que j'ai vu Dupont et qu'il a dit ça, etc., c'est quasiment impossible. Et donc, il est important de prendre ces notes. Ces notes, elles doivent être pas laisser libre, c'est pas juste laisser libre cours à ce qu'on a envie. Il faut que ce soit en lien, on prenne des notes qui soient en lien avec les questions qu'on a à poser déjà et s'assurer. Les notes vont nous permettre aussi de valider que on a bien posé toutes les questions. Alors, soit poser toutes les questions, soit le candidat a peut-être répondu à ces questions parce que parfois certains recruteurs ont cette fâcheuse tendance à poser des questions comme ça en rafale, etc. C'est totalement désagréable. Il faut que ce soit un échange. Moi, je veux avoir un échange avec la personne. Et donc, je ne pose pas les questions en rafale, je pose une première question qui est très ouverte. Et puis après, le candidat, quand il a répondu peut-être là-dedans, il y a certainement des choses il a déjà coché certaines cases de mes questions. Résultat, dans mes notes, je prends, etc. Je fais attention, si je suis en entretien physique, de ne pas prendre de notes en scribe pour pas que le candidat se dise « Oh là là, ça c'est important, ça c'est pas important », ça le stresse, ce genre de choses. C'est vrai qu'avec le monde digital, on a moins cette problématique-là parce que le candidat ne voit pas forcément ce que l'on fait. Mais voilà tous les intérêts de la prise de notes. 1, se souvenir. 2, ne pas oublier des questions auxquelles on aurait eu besoin de poser parce qu'il va quand même falloir les comparer les uns avec les autres. Les candidats, ils ne sont là pas poser toutes les mêmes questions. On ne va pas y arriver. Voilà l'intérêt de ça. Et puis après, il va falloir partager aussi. En général, on va échanger avec d'autres personnes, que ce soit nous, des clients ou en interne dans l'entreprise. Si j'ai ma prise de notes, je vais pouvoir confronter un petit peu tout ça. Alors, qui parle beaucoup? Tiens, monsieur le candidat, c'est le candidat qui parle beaucoup ou c'est le recruteur qui parle beaucoup? En tout cas, moi, quand je quitte l'entretien, il faut que je dise ce que j'avais à dire. Donc, si à l'issue du rendez-vous, il y a des éléments que je n'ai pas donnés, des choses qui me semblaient importantes, que j'avais préparées et que je ne dis pas, ça montrera que je n'ai pas été bon, en fait, que je n'ai pas été efficace. Moi, je pense que en tant que candidat, j'aime bien écouter le recruteur, mais je n'ai pas besoin qu'il passe 1 heure à m'expliquer le fonctionnement du poste, de l'entreprise, puisqu'en principe, je suis déjà au courant de tout ça, donc je n'en ai pas besoin. En revanche, je vais essayer d'occuper un maximum de temps à présenter mes motivations, mon parcours, à donner les raisons pour lesquelles j'ai fait ces choix dans mon parcours, pourquoi je m'intéresse à l'entreprise aujourd'hui. Donc, je pense que lorsque je suis… On a perdu Augustin. Bon, je vais prendre le relais en tant que recruteur. Du coup, je me permets, il va revenir, c'est des problèmes. Quand tu réagis en tant que recruteur, quand tu poses la question, tu dis au candidat, est-ce que vous avez des questions à poser? Et là, le candidat, il sort son bloc-notes et il sort ses 150 questions qu'il a préparées et qui dit, alors, première question que je vais vous poser, comment tu réagis par rapport à ça? C'est ce que disait Augustin à l'instant, il faut que je montre à l'autre que je m'intéresse, mais que je m'intéresse à lui intelligemment. De la même manière que le recruteur ne doit pas bombarder de questions sans vraiment écouter la personne et que ce soit juste l'inquisition, le candidat ne doit pas faire la même chose. L'idée, c'est que ce soit surtout pas l'inquisition. Et puis, souvent, malheureusement, les candidats
on j'ai tendance à faire des dizaines de questions parce qu'on leur dit surtout prépare des questions, prépare des questions. Ils arrivent avec une liste comme ça et puis ils nous disent non, ben ça, vous y avez déjà répondu, ça, non, mais non, finalement, j'ai plus rien à vous demander. Ouais, c'est pas vrai. Ça veut dire que les questions ne sont pas bonnes, en fait. Donc, ayez des questions qui ne sont pas de l'évidence. Ayez des questions, moi, c'est ce que je cherche chez un candidat. Quand un candidat me pose une question, il faut qu'elle soit faite à bon escient. Et je rebondis sur ce que disait la question qui était la prise de parole, etc. Et Augustin qui disait que j'ai bien relu l'annonce et comme l'annonce elle est claire, on n'a pas besoin de passer des heures. Sauf que je rebondis sur ce que dit Jean-Jacques Petit dans le chat. Il dit les annonces sont très souvent floues, donnant un minima d'informations. Et c'est là l'erreur stratégique de 99% des recruteurs. Et vous regarderez sur notre site internet pour les recruteurs ou même les candidats que nous, on met des définitions de fonctions complètes parce qu'on veut que le candidat il soit le plus informé possible. On met le nom de notre client, le site internet de notre client, on donne les noms de nos interlocuteurs chez nos clients. Comme ça, vous pouvez aller regarder sur LinkedIn qui ils sont, etc. Donc, moi, le candidat qui me dit c'est quoi le chiffre d'affaires de l'entreprise alors qu'on le trouve facilement sur Internet, il y a le nom de mon client. La plupart du temps, je le mets dans la définition de fonction, dans l'annonce sur mon site Internet sur lequel le candidat a postulé. Là, ça nous fout des boutons, ça c'est clair. Certains Florian mentionne. Mais sinon. Est-ce que. On ne vous entend pas bien, Florian. Oui. Je repose ma question. Aujourd'hui. Hein. Oui, on a plein de parasites. Monsieur le candidat, tu m'entends là, Augustin? Bon, ça y est. Donc, monsieur le candidat, est-ce que tu te contentes de répondre gentiment aux questions posées par le recruteur ou bien tu essayes de créer un dialogue avec le recruteur? Comment tu te comportes par rapport à l'autre? Alors, bien entendu, les deux. C'est-à-dire que d'un côté, je vais bien écouter les questions pour répondre vraiment à la question qui est posée. Mais l'idée, c'est de l'amener aussi vers moi, en fait, vers mon monde à moi, mon environnement professionnel. C'est-à-dire que je vais mettre en avant des exemples, des missions que j'ai menées, des actions que j'ai pu mettre en place pour amener le recruteur à être curieux, à avoir envie d'en savoir plus. Donc oui, c'est un dialogue. Je poserai des questions, je veux qu'il m'en pose, je répondrai à ces questions et je crée justement ce qui va lui permettre de vraiment ressentir et évaluer mon parcours, vraiment pouvoir se projeter dans ce que j'ai fait. Je vais être le plus clair possible parce que très souvent, je m'aperçois quand j'étais pas très bon, quand je démarrais dans le recrutement, j'avais l'impression que parfois le recruteur ne comprenait pas bien ce que j'avais mené comme mission. Donc du coup maintenant, j'ai développé un argumentaire dans lequel j'explique le pourquoi, les actions, les résultats obtenus, ce que j'ai vraiment obtenu. Alors justement, le candidat, est-ce qu'il montre des documents quand il va à un entretien de recrutement? Est-ce qu'il montre des chiffres, des tableaux, quelque chose? Qu'est-ce qu'il fait, le candidat? Moi, je viens toujours à l'entretien avec mon book, avec des documents, des plaquettes. Avec mon CV. Oui. Mon CV actualisé. Ouais. Oui, parce que le recruteur qui n'est pas très bien organisé, il a perdu, il a égaré, ou il n'arrive pas à le retrouver sur son ordinateur, on a intérêt effectivement peut-être à redonner un autre CV. Oui. Ou les recruteurs sont plusieurs. Oui. Mais il faut être assez bon pour savoir à quel moment sortir les documents. Il ne faut pas être trop lourd non plus. Et je m'aperçois que il faut que je sente quand le consultant ou le recruteur est prêt. Quand il est prêt à recevoir les informations, je lui propose. Je dis voilà, j'ai jamais de la doc. Si vous voulez bien, on va passer maintenant à une présentation de ma plaquette pour que vous voyez un petit peu de quelle manière je présentais mes produits, de quelle manière je présentais mon entreprise. Donc, mais il faut être prêt à ça aussi. Je sors pas mes documents non classés, je cherche pas mes documents sans les trouver. Je les ai sous la main et au bon moment. Et le recruteur, est-ce qu'il montre des choses au candidat? Oui, si le recruteur n'a pas tout préparé à l'avance, qu'il n'a pas informé le candidat à l'avance, par exemple, il n'a pas donné le site internet, il n'a pas expliqué la fiche de poste, ce genre de choses. On peut aussi montrer, quand on est en entreprise, la première des choses que l'on montre, c'est ses locaux. Il faut que vos bureaux et vos locaux, là où vous recevez la personne, ce soit propre, ça donne envie au candidat d'aller plus loin. Il y a tout à l'heure quelqu'un dans le chat qui disait les annonces pas terribles, ça ne donne pas envie de postuler. Mais c'est pareil, le candidat qui va débarquer dans votre bureau et qui voit un foutoir pas possible et
que vous n'avez pas pris le temps de l'accueillir vraiment comme vous accueillerez un client, cher recruteur, parce que c'est souvent, nous on dit souvent aux recruteurs, prenez le principe que le candidat que vous recevez, c'est un client. Et là, vous allez voir que d'un seul coup, votre bureau va être rangé, vous allez peut-être proposer de l'eau, un petit café, etc. C'est pareil, donnez l'envie, vous allez collaborer avec cette personne. Donc ça, et puis après, évidemment, vous pouvez montrer une plaquette, vous pouvez montrer une présentation de PowerPoint qui synthétise bien votre projet, votre dernières innovations, éventuellement aller faire visiter les locaux de l'entreprise, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que ça veut dire que le recruteur se vend et est-ce que le candidat se vend aussi? Comment vous positionnez tous les deux parties par rapport à cet acte de vente? Est-ce que l'un vend et l'autre achète? Comment vous faites? Est-ce que le candidat se vend? Alors, se vendre, c'est une posture un petit peu, pour moi, imitative, en fait. Je suis là pour donner envie, bien entendu, donc il faut que je laisse une bonne image. Il faut que le recruteur m'achète. Mais moi, je veux aussi en savoir plus sur l'entreprise. Je dois avoir une posture, encore une fois, d'enquête. Et quand j'enquête, je m'informe. C'est le moment de voir si le poste m'intéresse vraiment. C'est le moment de voir si l'entreprise me convient en termes d'ambiance, en termes de… J'observe autour du recruteur, depuis le premier pas de la porte jusqu'au moment où je quitte l'entreprise. Donc, se vendre, c'est un des moments de l'entretien. Mais globalement, je suis là pour acheter aussi. J'achète un poste, j'achète un parcours, j'achète une carrière. Donc, j'ai cette double attitude. Donc, ce n'est pas focalisé uniquement sur le côté candidat, mais tu te focalises également sur l'autre, c'est ça? Ou autant sur l'autre que sur toi? Exactement. J'essaie vraiment de me projeter dans l'entreprise parce que très souvent, les informations que j'ai sont partielles. Je n'ai pas l'ambiance humaine, je n'ai pas, forcément accès aux informations sur l'évolution de carrière, sur la santé de l'entreprise, en tout cas, pas toujours à 100%. Et donc, on sent des choses dans l'entretien, mais pour ça, il faut être vraiment concentré, non pas seulement sur le recruteur et sur soi, mais sur l'extérieur. Voilà. Ne pas être auto-centré. Le vendeur, il veut vendre à tout prix et se vendre à tout prix. C'est un des éléments. Je veux qu'on ait envie de m'acheter. Mais moi aussi, je dois être capable d'acheter mon entreprise, quelque part, d'acheter ce poste et ce qu'il va m'apporter aussi en termes d'évolution, de compétences et de gestion de carrière. Et le recruteur, est-ce que justement il se vend uniquement? Est-ce qu'il valorise en permanence l'entreprise ou est-ce qu'il est plus nuancé? Alors, il est plus nuancé parce que, comme tout bon vendeur, comme Augustin le disait, ma première des qualités, c'est d'écouter. C'est d'écouter l'autre. Il faut que ce soit un échange. Je ne suis pas là pour vendre ou survendre parfois, et souvent les recruteurs ont cette travers-là, et les entreprises, quand elles sont face à des profils pénuriques. Et là, d'un seul coup, on a vécu tous les trois ce genre d'expérience absolument abominable en matière de recrutement, où on a notre client à qui on présente 3 bons candidats et qui dit à un candidat droit dans les yeux « Ah, c'est vous que je veux, monsieur le candidat !» Il y en a 2 autres à voir. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Le candidat… Et on les mécanique après. Le pan, hein. Il va faire le pan. Et là, les négociations, c'est fini. Vous avez plus la main sur rien. Donc, vendre ou survendre l'entreprise, c'est certainement pas une bonne stratégie. Comme Augustin, nous, on préfère la relation acheteur-acheteur. Je l'ai dit dans un post à un moment donné. Moi, en tant que recruteur, j'achète des compétences, j'achète une personnalité, j'achète du comportemental. Voilà ce que je vais acheter. Et donc, ce que je cherche à voir, c'est ça, ce que je cherche. Donc, j'écoute beaucoup le candidat. Il faut que ce soit un échange plus qu'un acte de vente d'un côté ou de l'autre, parce que 2 vendeurs ne s'achètent rien du tout, en fait. Est-ce qu'il y a des questions classiques qui sont posées lors de l'entretien? Est-ce qu'il y en a encore certains qui osent poser la question quelles sont vos qualités et vos défauts? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des questions pièges, monsieur le candidat? Est-ce qu'il y a des questions pièges? Est-ce que vous ressentez en tout cas des questions comme des questions pièges? En tout cas, moi j'aime beaucoup les 3 qualités, 3 défauts parce que je les ai bien préparés à l'avance en général. Donc, je n'ai aucune difficulté à dire. Et si en plus je suis bon en entretien, j'écoute ce que l'autre ne veut pas ou ce qu'il veut. Donc, je m'adapte. Non, pour moi… Tu dis ce que l'autre veut entendre, c'est ça? Pardon, Florian? Tu dis ce que le recruteur veut entendre? Lorsque je sens que ça peut jouer à ma faveur, oui, par rapport à ces fameuses questions pièges. Si le recruteur parle trop en entretien, je vais retenir des choses quand même. Donc, est-ce qu'il y a des questions pièges, le recruteur? Est-ce qu'il y a des questions pièges?
Non, non, alors les candidats fantasment sur cette histoire-là, les journalistes aussi, donc ça fait les choux gras de tout le monde sur les questions pièges. Et certains recruteurs pensent que c'est en tapant sur le candidat qu'il va en sortir le meilleur. Moi, je dis toujours que je fais l'analyse avec l'analogie avec la boxe. On a rarement vu un boxeur en défense gagner. Donc, si vous tapez sur la tête du candidat pendant tout l'entretien en essayant de le coincer, oui, mais Loïc, moi, tu comprends, je les stresse, les candidats, parce que les candidats commerciaux, ils doivent être stressés devant le client. Bon, et je leur pose des questions auxquelles ils ne s'attendent pas, parce qu'il faut qu'ils réagissent bien, etc. Est-ce que c'est comme ça que je vais évaluer véritablement ce que je cherche? Bah, pas vraiment, en fait. Hein. La plupart du temps, c'est fait un peu de manière empirique. Donc, on ne cherche pas à piéger le candidat. Les questions pièges, alors Augustin a répondu sur l'histoire des qualités et des défauts, j'ai les défauts de mes qualités, les qualités de mes défauts, enfin bon bref, ça ne sert pas à grand chose, les candidats, vous êtes tous largement formés, surformés à ce truc-là, donc sortir quelque chose de ça, c'est la question. grand chose, sauf si on se dit, on veut chercher quelque chose là-dedans, peut-être qu'il y a quelque chose à chercher, mais voilà, parfois on a des questions dites décalées, nous on préfère les questions décalées aux questions pièges. La question décalée, elle a un intérêt, c'est d'aller chercher véritablement la personne. Pourquoi? Parce que le candidat, on l'a dit depuis le début et dans le chat, ça se dit, il vient en posture de candidat. Donc, quand il arrive dans notre bureau, c'est un candidat. Donc, il s'est armé, il s'est formé, il s'est préparé, etc. Et il ne veut pas lâcher. Eh bien oui, il est motivé, il veut le poste. Donc, il vend, il fait truc. Et du coup, il ne veut pas lâcher. Donc, on a une carapace. Non pas d'un professionnel de la vente, un professionnel de la comptabilité, un professionnel de l'ingénierie ou que sais-je, on a un candidat qui dit faut surtout que je lâche rien, et hop, que je résiste à tous les coups, etc. Et donc, en fait, en venant avec une petite question décalée qui n'a rien à voir avec le recrutement, en tout cas au demeurant, on commence à fissurer un peu le vernis parce que celle-là, elle ne l'a pas vu venir. Et donc, moi, ma question décalée, c'est d'utiliser le nom d'une ville et leur demander alors, vous êtes né à Petit-Quevilly, monsieur Rivière? Ah oui, oui, très bien. Et comment s'appellent les habitants de Petit-Quevilly? Et ce n'est pas la réponse qui m'intéresse, c'est comment il y répond, comment il rebondit à ça. Hein. C'est comme le candidat qui vous dit ah ben, je ne sais pas, je n'ai fait que qui naître. Bon, voilà. Pourquoi pas? Hein, il y en a d'autres qui vont répondre. C'est un nom très intéressant, effectivement. On ne m'avait jamais posé cette question-là, mais elle est vraiment intéressante, votre question, monsieur Mentionne, etc. Voilà. Ce n'est pas la même chose, en fait. Monsieur le candidat, est-ce que le recruteur vous met souvent à l'aise? Est-ce que le rôle d'un recruteur, c'est mettre à l'aise le candidat? Moi, je pense que le recruteur, il a intérêt à, s'il veut avoir un maximum d'informations sur moi, me mettre à l'aise sur le plan professionnel, bien sûr. Mais il y a des moments où j'ai été aussi déstabilisé par un recruteur qui cherchait justement à me tester. Donc, mettre à l'aise sur le plan professionnel par rapport on va dire, aux normes classiques de la politesse, mais j'ai pas toujours été mis à l'aise par les recruteurs parce que de temps en temps, c'était moyen pour eux de me tester, de savoir si je m'adaptais à la situation, si il y a des questions en effet qui ne sont pas pièges, mais qui sont des questions complexes. Il y en avait une tout à l'heure qui passait pourquoi vous et pas une autre, en fait. Ça, c'est des choses qu'on m'a déjà demandé. Et moi, là-dessus, je me dis toujours, il ne faut pas que je me compare aux autres. Je suis là pour donner le meilleur de moi-même et expliquer pourquoi. Et à partir de quelle valeur ajoutée je vais réussir à ce poste. Qu'est-ce qui fait que j'ai une valeur ajoutée pour réussir à ce poste? Et je ne m'occupe pas des autres. Mais c'est vrai que si on commence à me parler d'autres candidats, là, je me rends compte que ouais, je peux être déstabilisé parce que je vais me comparer, en fait. Et je ne les connais pas. Comment se termine l'entretien? Le recruteur, il termine comment l'entretien? Il termine quand il a bien checké qu'il avait tout évalué, qu'il a reformulé éventuellement ses doutes sur certains points. C'est important d'échanger, hein. Comme on le dit depuis le début, le but c'est d'arriver au consensus à la fin, d'être d'accord sur le fait qu'il faille continuer ou pas le processus de recrutement. Alors, c'est extrêmement dur parce que, encore une fois, d'un côté j'ai un recruteur qui a des enjeux, de l'autre côté j'ai un candidat qui a des enjeux, et souvent ces enjeux ils ont du mal à se mettre bien d'accord. Donc c'est très difficile en tant que recruteur que d'amener le candidat dans cette posture qui est de dire ok, ce poste-là me correspond, ou il me correspond presque, mais là-dessus, je suis d'accord avec vous, je ne suis peut-être pas 100% au top, parce que si vous demandez à un candidat, à Augustin, si vous dites, alors Augustin, vous êtes le meilleur consultant en recrutement, il va vous dire, bien sûr, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc.
Donc, et c'est normal, il est là pour ça. Donc, moi, en tant que recruteur, je suis aussi là pour évaluer, et puis après, je vais les comparer entre eux. Donc, je vais reformuler mes doutes avec un candidat, je vais repréciser quelque chose sur lequel je n'ai pas compris, ce genre de choses. Et puis, souvent, moi, je termine, pas pour rester là-dessus, mais dans la fin de l'entretien, on va parler, je sais qu'on a posé la question sur la rémunération, la disponibilité, des éléments contractuels. Autant le poser dès le premier entretien, en fait, hein, pour que les choses soient claires. Et puis, on finit. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui disait je finis mes entretiens en leur demandant une histoire drôle. Oui, si tant est que ça ait du sens, que ça ait un intérêt à ce moment-là, et surtout reformuler avec le candidat pour la suite du processus. Et puis, est-ce qu'on est bien d'accord sur le fait que ça vaut le coup d'aller plus loin? Monsieur le candidat, est-ce que j'ai déjà posé la question au recruteur, monsieur le recruteur, pourquoi je viendrai dans votre entreprise? C'est pas mal ça. Mais oui, alors, pas forcément comme ça, mais l'idée, c'est de demander qu'est-ce que vous proposez en matière de gestion de carrière. En venant chez vous, qu'est-ce que je pourrais faire en 10 ans, en fait? Qu'est-ce que vous pensez que je pourrais faire? Et pour cela, je pose des questions alternatives, en fait, ou par étapes. Je vais parler de formation. Est-ce qu'il y a une politique de formation chez vous? Est-ce que la direction commerciale est issue d'un poste inférieur? Parlez-moi de l'organigramme, la gestion des carrières, l'évolution. Voilà, j'essaie de comprendre et de savoir s'il y a une véritable stratégie de gestion des ressources humaines en interne, et c'est là que je vais me projeter. Et là, je vais dire, mais c'est justement parce que j'ai vu qu'au sein de votre entreprise, il y a la possibilité de se former, la possibilité d'être accompagné, de grandir avec vous, que j'ai envie de venir avec vous. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que le candidat recrute également le recruteur? Oui. Oui, bien sûr. De la même manière qu'il achète une entreprise, il recrute le recruteur aussi, bien sûr. J'ai envie de bosser avec, hein, ou pas. C'est un double recrutement, donc il s'agit d'un double recrutement. Le recruteur recrute le candidat et le candidat recrute également, comme dans un couple, en définitive. Mais tout ce qu'on appelle aujourd'hui la marque employeur va dans ce sens-là, en fait. Hein. Je m'informe sur l'entreprise, sur ses pratiques, sur sa réputation, et forcément, je ne vais pas postuler n'importe où, moi. Hein. Je viens chez M. Lumière, hein, parce que j'ai envie de bosser avec lui. Après, évidemment, ça va dépendre aussi, il y a eu la question tout à l'heure dans le chat, de qui vous avez en face de vous. Est-ce que vous avez un consultant en recrutement professionnel du Fleury-Mont Institut? Est-ce que vous avez le service RH? Est-ce que vous avez le N+1? Est-ce que vous avez le directeur de la boîte qui ne sera pas le manager hiérarchique? On ne va pas avoir la même façon de poser cette question-là. Alors, le candidat, justement, est-ce qu'il a une stratégie différente s'il est face à un DRH, face à un N+1 potentiel ou face à un consultant? Bien sûr. On va dire que le collaborateur qui occupe le directeur, mon supérieur qui occupe une fonction de terrain, je vais le brancher sur ce qu'il aime, sur son job, sur ses réussites. Le DRH, je vais aller chercher des éléments comme la politique de gestion de la formation, la politique d'intégration, le livret d'accueil. Le consultant externe qui a été mandaté pour la mission et qui a fait bien son boulot de diagnostic de recrutement, je vais lui montrer qu'il a fait un bon boulot et qu'il a donné beaucoup d'informations sur l'entreprise qui m'intéressent. Et donc, je vais lui proposer d'autres. Le sécuriser? Je vais le sécuriser. Qu'il te présente, quoi, c'est ça? Moi, j'ai déjà dit à un recruteur, je trouve que vous connaissez très bien l'entreprise. Pour un consultant, c'est intéressant et ça me donne encore plus envie de venir chez vous. Ok. Bien. Qu'est-ce qui se passe après l'entretien? L'entretien se termine, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça s'arrête? Monsieur le recruteur, monsieur le candidat, est-ce qu'à la fin de l'entretien, on s'est dit au revoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait après ou pas? Alors, moi, en tant que recruteur, je vais déjà reprendre mes notes, m'assurer que j'ai bien tout checké parce que j'ai peut-être pas eu le temps de tout noter. Donc, je vais revalider que j'ai bien tout noté, valider mes questions. Est-ce que j'ai bien mes réponses? Si oui, si non, que je valide tout ça, que je reprenne mes notes proprement parce que des fois, dans l'entretien, on va un peu vite. Et si on doit se relire 3 jours après, on va être un petit peu coincé. Donc, déjà, la première des choses, c'est de relire et de prendre 5-10 minutes pour se poser la question de je continue avec ce candidat-là, je continue pas, j'ai un doute, mes notes sont bonnes, etc. Faire mon petit débriefing à chaud, ça c'est indispensable dès la fin de l'entretien. Dès la fin de l'entretien, sachant que la fin de l'entretien,
c'est pas quand la personne a quitté le bureau, hein. C'est quand la personne est partie complètement de l'entreprise. Donc, moi, mon job, c'est aussi de l'accompagner jusqu'à la sortie de l'entreprise, etc. Voilà, l'évaluation, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait moi, l'entretien de recrutement, il commence quand je me gare dans le parking, dans le bon sens, joke sur notre petit jeu des parkings. Quand je me gare sur le parking, je dirais même, c'est quand je suis candidat, c'est quand je m'en vais de la maison, hein. Quand je m'en vais de la maison. Et ben, tant que le candidat n'est pas sorti de la maison entreprise, de votre maison entreprise, vous n'avez pas terminé quoi, en tant que recruteur. Chez le candidat, quand on parle de l'entreprise, tu envoies un petit mot de remerciement, quelque chose, qu'est-ce que tu fais? L'entretien. Comme j'ai été très bon en amont, et ça, à force de faire des entretiens, j'ai pris l'habitude, je me suis mis d'accord avec le recruteur de la marche à suivre. Je sais à peu près dans combien de temps il va donner une réponse et je sais à peu près dans combien de temps je vais lui faire une relance. Donc oui, bien sûr, si possible, quelques heures après, j'envoie un remerciement par rapport à l'entretien et pourquoi pas en rappelant des éléments qui me semblent importants et que j'ai appréciés. Donc là, je reste que sur du positif. Donc tu as eu le mail de ton interlocuteur. Exactement. Je demande le mail et je demande à quelle adresse je peux le contacter. Voilà. Bien entendu, j'envoie un petit récap, mais avant ça, lorsque je quitte le rendez-vous, moi je dis au revoir à la secrétaire, aux collaborateurs, à la femme de ménage, avec un grand sourire. J'ouvre la porte aux personnes, je laisse passer les gens dans l'ascenseur, et comme dit Loïc, même quand je suis en train de monter dans ma voiture avant de quitter le parking, clairement, hein, je sais que je suis observé. Donc, et le recruteur, justement, est-ce qu'il pose la question à sa secrétaire en disant « Comment avez-vous trouvé M. Dupont ? Quelle image il a donné, M. Dupont ?» Et évidemment, le manager en entreprise, quel qu'il soit, on va regarder le comportement et on va s'intéresser de l'arrivée sur le parking jusqu'au départ du parking à tout collaborateur, toute personne de la structure. Parfois, ça peut être des clients, ça peut être des fournisseurs qui sont par là, qui ont vu passer le candidat à qui il a dit bonjour ou pas dit bonjour, le mot sympathique, etc. Et donc, on va s'intéresser à l'environnement, comment ils ont perçu cette personne-là, bien évidemment. Le candidat, lui, dans la salle d'attente, il s'est contenté de prendre son téléphone et de répondre à ses mails, ou il a observé quelque chose dans l'entreprise, dans la salle d'attente ou autre chose? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était passif? Il était branché au téléphone ou il s'intéressait à la boîte? Alors, non seulement je m'intéresse à la boîte et à son fonctionnement, hein, on entend des choses, hein. On entend les personnes qui répondent au téléphone, les gens qui se disent bonjour, on sent l'ambiance. Bien évidemment, je ne suis pas du tout passif, hein. En salle d'attente, lorsqu'il y en a une, je prends des bouquins, je vois les revues qui sont là, j'essaie de sentir les choses, parce que je me projette déjà en entretien et je me projette déjà dans l'entreprise. On apprend beaucoup de choses en observant, en voyant des photos, les photos de vacances, les photos, les trophées. Les gens qui jouent au ping-pong, ils ont souvent en haut à droite tous les trophées affichés. Voilà. Hein. Les coupes, c'est ça? Une bonne question. Je rebondis sur l'entretien de manière générale. Et comme on était sur la conclusion, j'ai deux Thierry, Piva et Abadi qui nous posent la question sur la durée, la bonne durée, la durée maximale de l'entretien de recrutement. Voilà, c'est pas ni maximal ni minimal, c'est effectivement la bonne réflexion, c'est la durée optimale, comme le dit Florian. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise durée, c'est comme le bon et le mauvais chasseur, c'est pas l'histoire. Déjà, ça va dépendre du type d'entretien et du processus que vous vous êtes fixé. Encore une fois, est-ce que vous avez réussi dans cet entretien à évaluer le candidat de manière globale, de manière avec une capacité à le comparer aux autres candidats, de manière équilibrée entre les candidats, parce que si vous faites un entretien de recrutement de 10 minutes avec l'un et de 2 heures avec l'autre, évidemment, l'effet de halo et les biais cognitifs vont rentrer dans le truc à plein régime. Résultat, celui qui a eu 10 minutes, il a une chance sur 2, c'est il était super ou il était nul, et celui qui était 2 heures, il était super, il était nul. C'est pas la durée qui va faire le truc. C'est est-ce que vous avez suffisamment de matériaux en tant que recruteur pour se dire je peux évaluer correctement ce candidat par rapport au poste à pourvoir que j'ai à pourvoir. Et évidemment, les entretiens, on a vu des recruteurs qui faisaient 4 heures d'entretien de recrutement, qui coinçaient le candidat
bon, on fait le tour de tout et n'importe quoi, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'en 1 heure, si vous aviez bien préparé votre entretien, vous n'auriez pas obtenu le même matériau? Oui, la réponse est bien évidemment oui. De la même manière, les recruteurs qui piègent les candidats et qui leur disent pas, bah, monsieur le candidat, puisque vous êtes là, bon, bah, maintenant vous allez rencontrer Dupont, Durand, machin, bidule. Le candidat, il savait pas, il pensait qu'il allait faire 1 heure d'entretien, il se passe la journée complète. Prévenez-le, votre candidat, au moins il va être préparé, il va donner le meilleur de lui-même. Ok, on prend une question. Donc, je sais que notre assistante a envoyé un petit mail à tous les inscrits en leur demandant s'ils avaient des questions à préparer. Là, j'ai quelques questions, notamment Dominique Serrand, qui a posé comme question par mail. Certains psychologues pensent que l'entretien d'embauche est un très mauvais outil pour évaluer un potentiel. Pourquoi? Parce qu'ils mentent en entretien tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. C'est une déclaration. Je vais laisser le candidat qui va vous expliquer ça de son point de vue, puis après je dirai mon point de vue. Mon entretien. Ben, en fait, moi, mon but, c'est quand même de laisser une très bonne impression aux recruteurs. Donc, clairement, je mens pas parce que mentir, c'est mettre en place c'est créer une relation qui est pas honnête. Et à terme, ça peut me porter préjudice. Maintenant, j'améliore l'existant, c'est clair. Hein. J'ai tendance à raconter une très belle histoire et à être très positif sur les éléments de mon parcours. Mais je pense qu'il ne faut pas mentir, parce que si vous mentez face à un bon recruteur, sur les dates, sur vos diplômes, sur vos bulletins de salaire, il va le voir. Donc, le mensonge, c'est pas une bonne stratégie. Sauf si en face, vous avez un recruteur qui est nul et qui gobe tout ce que vous lui dites. Bon. Oui, mais au-delà, il peut… Si tu habites à, je sais pas, 50 km de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Il va poser comme question, ça ne vous gêne pas tous les matins de faire l'aller-retour? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Et c'est ça. Depuis longtemps déjà. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Et justement, moi, j'adore rouler. J'aime bien prendre mon temps, écouter la radio et boire mon café dans ma voiture. C'est quelque chose que je fais depuis des années. Et vraiment, au contraire, c'est plutôt un petit plaisir. Mais là, tu nous… Et oui, mais là, c'est là où tu commences à nous raconter ton histoire à ta manière. Et c'est là où je donne raison à Dominique Serrand sur la qualité de l'entretien de recrutement, qui est un des pires outils de recrutement. Parce qu'effectivement, si j'ai un bon acteur comme Augustin qui me dit ce que j'ai envie d'entendre, je ne vais pas pouvoir le vérifier. Alors oui, les dates, etc. Parce que nous, en plus… on demande les justificatifs, les diplômes, les certificats de travail, les bulletins de salaire, de remplir un dossier de candidature. Donc, on croise beaucoup de données, on analyse ces données les unes avec les autres. Donc, le candidat, il a du mal quand même à nous coincer sur ces éléments-là factuels. Par contre, je suis très motivé par ce poste, je suis pas de problème pour me déplacer, etc. Là, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur parce que le candidat, il a un enjeu fort, messieurs les recruteurs, c'est de se faire embaucher. Parce que autant le CV sert à obtenir un rendez-vous, autant l'entretien sert à obtenir un job. Donc, c'est obtenir le job. Et donc là… Monsieur Douillère, je suis d'accord. Hein, moi, avant de faire cet entretien, j'en ai passé 2 autres. J'ai 2 propositions. Et j'ai dit que je ne donnerais pas ma réponse tant que je ne faisais pas mon rendez-vous avec vous. Voilà. Il est très convaincant, là. Le candidat, il est très convaincant, hein, bien sûr. Hein. C'est du déclaratif. C'est plausible. La difficulté, c'est que c'est très plausible, bien sûr. On est bien d'accord. On est bien d'accord, c'est plausible. Et c'est ça voilà. Et donc, c'est là où nous, on ne va pas se contenter d'écouter, prendre pour parole d'évangile ce que nous raconte Augustin Valero, le candidat, mais on va confronter par rapport à des exemples, par rapport à comment il s'est comporté sur ces mêmes situations dans le passé, etc. Et là, on se rend compte que on lui demande, mais vous avez parce qu'il me dit qu'il est très motivé pour faire 50 bornes, qu'il adore la route, etc. Et on lui dit, mais dans vos précédents jobs, vous avez déjà fait ça? Dans votre vie en général, vous faites, parce que s'il ne l'a pas fait dans le job, on peut aller chercher dans la vie. Et vous l'avez déjà fait? Oui, comment, pourquoi, etc. Et plus je vais pinailler là-dessus, et plus je vais me rendre compte, non, mais ça ne me dérange pas la route. Ah oui, j'adore la route, c'est passage, ça ne me dérange pas. Et puis en fait, non, mais je ne l'ai jamais fait, mais bon, je suis sûr que ça va me plaire. Ah oui. Et ma femme est souvent d'accord. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et donc voilà. Donc là,
Voilà, faisceau d'indices. Faisceau d'indices, donc attention, en tant que recruteur, je ne peux pas croire tout ce qu'il me raconte. C'est pas pour ça que je prends tous les candidats comme des menteurs. C'est pas le sujet, mais je dois être méfiant en tant que recruteur parce que le candidat, il a un enjeu fort, c'est de se faire embaucher. Et lui, il va essayer de tout faire pour se faire embaucher. C'est normal. Hein. J'ai une question de Jean-Pascal qui est intéressante parce qu'elle complète un petit peu ce que vous êtes en train de dire. Question au recruteur. L'entretien de recrutement s'apparente à une négociation. Est-ce qu'on ne devrait pas parler plutôt de collaboration? Moi, le recruteur, il faut que ce soit mon allié. Hein. Il faut qu'à la fin de l'entretien, lorsqu'il parle avec son supérieur ou avec ses collègues, il dise « j'ai trouvé le bon candidat. Là, hein. Il est super, Augustin. » Donc, bien sûr, c'est mon allié. Je dois le prendre comme un allié et vraiment créer cette relation dont on parlait tout à l'heure, d'égal à égal, hein, d'acheteur-acheteur. Mais il faut que le recruteur quitte l'entretien en se disant « celui-là, j'ai envie d'en parler aux autres. » Donc, bien sûr, c'est mon allié. Oui, nous, on appelle ça l'entretien consensuel. L'entretien consensuel a un copyright inventé par Florent Mentionne dans nos différents livres. Comment recruter des talents, par exemple, que vous retrouvez toutes dans notre bonne librairie. Je fais la minute publicitaire. Mon bouquin, comment recruter les talents. Vous trouverez ça sur notre boutique Amazon, etc. C'était la minute publicitaire. Et on est dans l'entretien consensuel. L'idée, c'est d'arriver à un consensus ensemble. On va plus loin ou pas dans le processus de recrutement. C'est bien ça le sujet. Et je rebondis sur une question une réflexion de Fabien tout à l'heure, qui je crois est à Bahreïn. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est à Bahreïn, c'est la magie du monde digital. Il nous expliquait qu'il avait vécu un processus. Voilà, oui, je suis à Bahreïn. Merci Fabien. Il nous expliquait qu'il avait vécu un processus où il avait fait 6 entretiens, 15 tests, etc., etc. Et qu'au final, il était un peu déçu de ce qu'il avait trouvé derrière dans l'entreprise. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est de la même manière qu'un candidat ne doit pas faire des sbroufs, le recruteur ne doit pas en faire trop non plus. Donc, faire des processus à rallonge, etc., c'est qu'on a face à nous des recruteurs qui ne sont pas très fiables, pas très pros. Un recruteur qui a fait le boulot, il ne lui faut pas 50 entretiens et 15 tests. Oui, on fait des tests. Oui, on fait des demandes de justificatifs de dossiers, etc. Allez, en 2-3 entretiens, on doit avoir fait le job. Sinon, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment envie de recruter, ce genre de choses. Mais, question intéressante de Jean-Luc Philippe, qui pose une question liée au handicap. Si le candidat a un handicap non visible, doit-il en parler lors de l'entretien? Si oui, à quel moment et comment? Et puis, si le candidat a un handicap visible, doit-il en parler lui-même ou laisser le recruteur le questionner sur son handicap? Moi, j'en parle pas. J'en parle pas. Alors, je pars du principe que je réponds à une offre d'emploi par rapport à mes compétences, par rapport à mes atouts. Et si j'ai un handicap, je vais l'utiliser comme un argument. Si je ne fais pas m'en servir comme un argument pour montrer une capacité une résilience, une capacité à passer des épreuves, si je n'ai pas cette possibilité-là, je n'en parle pas. Je ne suis pas là pour faire de la peine. Voilà. Ouais, moi je suis d'accord avec Augustin, avec le malentendant, est-ce que tu le dis ou tu ne le dis pas? On ne le voit pas, hein, est-ce que tu es malentendant ou pas? Mais, et je me méfie toujours du recruteur. Comme je me méfie moi en tant que recruteur des candidats, le candidat doit se méfier du recruteur. Il ne connaît pas la subjectivité de l'autre, son a priori favorable ou défavorable face à ça. Donc, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si ça ne va pas vous aider à obtenir le job et que ça ne vous gêne pas, à quoi ça sert d'en parler ou de ne pas en parler? Ce qu'on recrute, c'est effectivement des compétences. Que vous ayez un handicap ou pas, à la limite, peu importe. Si ça a un point clé pour le recrutement, peut-être s'ils ont marqué, on cherche particulièrement quelqu'un en situation de handicap parce que, bon, éventuellement, mais sinon, aucun intérêt. Et puis, si on a un handicap visible, j'ai eu le cas d'un candidat il n'y a pas très longtemps qui avait un problème au niveau du bras, qui m'a très vite dit, non, mais moi, pour la voiture, c'est un commercial. Mais pour la voiture, vous savez, il faut juste un volant adapté et puis c'est tout.
ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Il m'en a pas fait tout un drame. Il ne m'a pas fait pleurer, comme certains candidats peuvent le faire pour dire oui, mais tu vois, c'est la corde sensible. Il ne me l'a pas caché, il ne me l'a pas survendu, sous-vendu. Il m'a juste dit, bah voilà, oui, c'est comme ça. Et puis ça gênait pas. Il m'a expliqué que ça gênait pas son job, son activité, parce que moi, je recrute un candidat. Une question de Stéphane Couillard qui parle des soft skills. À l'époque des soft skills, comment les identifiez-vous lors de l'entretien physique ou en visio? Merci Stéphane pour cette brave question des soft skills. 20 ans de recrutement, cabinet qui a 45 ans l'année prochaine et nous avons découvert récemment que nous faisions des soft skills nous évaluons des soft skills depuis 45 ans à peu près. Le comportement, la personnalité, de la même manière qu'on fait maintenant du onboarding et plus de l'intégration. Hein. Bon, voilà. Ne nous laissons pas trop tenter. Merci Noël Maurice qui dit c'est quoi un soft skill, voilà. Ne nous laissons pas tenter par les anglicismes. Ce n'est pas une découverte, hein, les soft skills. Quand on est recruteur professionnel, ça regroupe les compétences, le comportement, la personnalité, etc. Donc, le quotient émotionnel aussi, tu t'intéresses au quotient émotionnel? Oui, mais tout ça va ensemble, bien sûr, qu'on va le travailler. Et c'est le moment de l'entretien qu'on va évaluer ce genre de choses. On ne peut pas l'évaluer sur le CV, ou très peu, à la marge. À la marge, c'est vraiment très, très peu. On va vraiment pouvoir évaluer ces fameux soft skills, la personnalité, le comportement, lors de l'entretien. Mais encore une fois, faut-il que j'ai prévu mes questions, que j'ai prévu ce que je cherche. La plupart des recruteurs, ah, tu as vu, il était dynamique, ce candidat. C'est cela, oui. Ouais, il était dynamique en entretien de recrutement. Est-ce qu'il sera dynamique demain lors du job? On s'est fiche trop rien, quoi. Donc, vous voyez, c'est pas si simple, quoi. C'est pas si simple. On arrive vers la fin de notre webinaire. Il est 56. Est-ce que le recruteur ou est-ce que le candidat a quelque chose à rajouter pour faire passer son message? Juste une chose, un conseil. Moi, ça fait quelques années que je fais les entretiens. Je suis un candidat aguerri et je m'aperçois que le plus gros défaut des candidats, c'est quand ils sont surpris, en fait. Quand ils sont mal préparés. Et c'est clair qu'il faut un peu de bouteille pour bien se présenter. Un entretien d'embauche, c'est pas un moment naturel dans la vie d'une personne. C'est un moment professionnel qu'il faut absolument préparer, travailler et ne jamais être surpris. On peut être, bien entendu, déstabilisé par des questions, mais moi, j'évite d'être surpris. Je m'informe un maximum. Je me prépare comme si j'allais faire un marathon. Et quand on disait tout à l'heure, Augustin, de la bouteille, mais c'est parce que je capitalise tout ce que j'ai appris ces années en tant que candidat et recruteur. Et clairement, je me prépare. N'allez jamais à l'entretien les mains dans les poches. C'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Et sachez que j'en ai plein de candidats qui viennent les mains dans les poches. Il y a des candidats qui disent, mais je ne comprends pas, moi j'ai le diplôme voulu, j'ai l'expérience voulue, enfin c'est pas en plus de faire la… Donc, il n'y a pas de raison, quoi. Je colle pile poil sur le papier, regardez sur le papier, je colle pile poil, je ne vais pas en rajouter. C'est les mêmes candidats qui parlent aujourd'hui de soft skills qui nous disent je colle parfaitement au papier. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'ils vilipendent les recruteurs qui n'évaluent pas leurs soft skills alors qu'eux ne prennent pas le recul en tant que candidat de dire mais ce qu'il y a sur le papier, sur l'annonce et sur mon CV, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Donc, voilà. Mais moi, je vais avoir le même conseil côté recruteur pour les recruteurs qui nous écoutent. Je sais qu'ils sont assez nombreux aussi. Préparez-vous. Préparez vos entretiens de recrutement parce que l'entretien de recrutement, c'est vraiment l'acte qui va vous permettre de savoir qui vous allez choisir, avec qui vous allez travailler, avec qui vous allez vous engager sur ce chemin de la collaboration avec un futur salarié. Donc, cet entretien-là, vous ne devez pas arriver effectivement les mains dans les poches non plus et ne vous fiez pas à votre feeling, à votre expérience, à machin. Moi, ça fait 20 ans que je fais du recrutement. Je suis toujours aussi humble lorsque je commence un entretien de recrutement, lorsque je commence un recrutement. J'ai ma petite série de questions que j'ai préparées maintenant digitalement parlant. Et à chaque candidat, je pose mes questions inlassablement, je fais la même chose, etc. Et à la fin, j'évalue, j'analyse, je gère ma grille, etc. Ce n'est pas du hasard, en fait. Certains croient que nous, on nous appelle les chasseurs de tête.
ça nous fait rigoler. Il y a un peu de côté mystique derrière notre job. Une fois, j'ai une personne qui, dans un cocktail, m'a présenté à un de ses amis et dit « Attention, Loïc Douillard, c'est un chasseur de tête. Hein. Il va te scanner en 10 secondes et demie, c'est toute ta vie. » Non, 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 c'est de la méthode en fait. C'est juste de la méthode. C'est juste des outils à bien utiliser, à utiliser régulièrement. Donc, oui, on aime le côté mystique de notre métier, mais on va désacraliser, c'est beaucoup de la méthodologie. Ok, un grand merci à vous deux. Il est 13h59, on est pile poil dans nos temps. Donc, on vous donne rendez-vous en février, mars, avril, mai, juin pour les futurs webinars sur le management. Un grand merci à vous tous. Et puis, le 21 janvier 2021, en live, on va présenter nos 21 vœux de sagesse de 18h18 à 19h19. C'est très, très bon, ça. Je ne sais pas qui c'est qui a proposé ça. 18h18 à 19h19. Un grand merci à tout le monde. Bye bye. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, au revoir. Salut. Au revoir. Merci.